Bien. Donc avec vos camarades, notre travail a porté, comme je vous disais, sur l'accord des noms composés. Donc nous avons fait de la première combinaison de mots, c'est-à-dire nom plus nom, jusqu'à verbe plus nom, les trois premières occurrences. C'est ce que nous avons fait. Bon, pour résumer un peu rapidement les, les règles qu'on a pu aborder la dernière fois. Donc on a vu qu'avec nom plus nom, en général, les deux noms s'accordent lorsque le deuxième nom ne complète pas le premier. Bon, on a vu avec vos camarades des exemples, enfin, comme le tout premier, chou-fleur, donc ça prend, au pluriel, ça prend X et S, donc les deux noms s'accordent, les deux éléments s'accordent, alors que pour d'autres noms, tels que station-service, parce que c'est une ellipse, station de service, pour le service, donc nous avons le premier élément qui s'accorde, mais le deuxième qui ne s'accorde pas. C'est le cas lorsque le premier nom, pardon, le deuxième nom complète le premier. Donc le deuxième nom ne s'accorde pas alors que le premier s'accorde. Bon, voilà pour nom plus nom. Pour nom plus adjectif ou adjectif plus nom, donc les deux éléments s'accordent. Enfin, toujours, bien entendu, il y a toujours des exceptions, mais ça marche, on va dire, pour 90% des cas. Voilà. Donc, deuxième classe, les deux éléments s'accordent sans problème. Troisième classe aussi, adjectif plus adjectif. Bon, bien qu'il existe quand même un petit cas qui est particulier. Par exemple, enfin, avec vos camarades, on a vu que clair-obscur, ça prend un S partout. Les deux éléments s'accordent. Même chose pour un sourd-muet, des sourds-muets, une sourde-muette, des sourdes-muettes, S, S. Mais il y a un cas qui est assez délicat. Par exemple, si on veut le prendre comme contre-exemple, je dirais, le cas de nouveau-né, par exemple. Nouveau-né. Normalement, c'est adjectif plus adjectif, n'est-ce pas? Donc, or, ici, nouveau-né, bon, parfois on dit aussi nouvelle-né, même si ça fait un peu, oui, ça fait bizarre, mais ça existe. Donc, le problème pour ce mot, par exemple, est que nouveau est utilisé plutôt comme adverbe. C'est un adjectif, mais qui est utilisé comme adverbe. Donc, ici, en général, je dis bien en général, il y a une foule d'accords parfois pour le même mot. En général, nouveau reste invariable et né prend la marque de l'accord. Voilà, par exemple, un cas un peu particulier. Mais pour la plupart des noms composés, où il y a un adjectif plus un autre adjectif, l'accord se fait normalement. Bon, bien entendu, moi, je ne vais pas, moi j'ai dit 90% des cas, je ne vais pas vous interroger sur les 5% ou 1% de cas lors du contrôle, c'est-à-dire je vous donnerai des exemples assez courants, je dirais. Je ne vais pas vous, enfin, vous proposer des noms qui posent problème ou qui, parfois, c'est un phénomène pour l'accord des noms composés. Pour certains noms composés, on a deux, voire trois accords en fonction de l'interprétation qu'on fait de ce nom. C'est vrai, si vous faites une petite recherche de votre côté, sur certains sites, vous allez trouver nouveau-né, bon, nouveau en général toujours invariable, mais pour né, il y a un problème. Est-ce qu'on met un S, est-ce qu'on met un E? Pourquoi, si nouveau est un adverbe, pourquoi on dit nouvelle? Voilà. Mais bon, je ne vous interrogerai pas sur ça, évidemment. D'ailleurs, j'ai fini de préparer hier les six contrôles plus les trois modules de révision. Bon, on en reparlera de toute façon. Mais oui, voilà. L'un des inconvénients de, oui, d'avoir. Oui, puis nous allons, entre guillemets, perdre une semaine, malheureusement, mais bon, on se débrouillera. Donc, oui, parce que pour le contrôle, ça sera après l'activité qui va suivre cette activité sur les noms composés. Mais bon, on a encore le temps, on fera une révision avant, etc. Bon, pour en revenir à ces noms composés, pour verbe plus nom, puisque on n'a pas encore terminé avec vos camarades les occurrences, bon, je préfère reprendre depuis le début, plutôt que de passer directement aux autres cas. Donc, verbe plus nom. Bon, lorsqu'on dit verbe plus nom, en général, le verbe est conjugué. En général, le verbe est conjugué et il est conjugué au présent simple. Voilà, en règle générale. Donc, bon, avec vos camarades, on a comparé, par exemple, chasse-neige à tire-bouchon, bon, qui sont deux noms très courants. Donc, comment ils se mettent au pluriel, en fait? Et pourquoi?
Bon, juste pour rappeler la règle, oui. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, si le deuxième nom est de sens générique, bon, si vous préférez général, mais on dit générique, hein, donc l'accord ne se fait pas. Si le deuxième nom est de sens spécifique, hein, l'accord se fait. Bon, si on prend ces deux exemples, hein, chasse-neige, bon, c'est ce qui chasse la neige en général, hein. Donc neige ne prend pas de S. Chasse, évidemment, c'est un verbe qui ne prend jamais de S, hein. Le premier élément reste toujours invariable. Le nom, quant à lui, prend un S s'il est spécifique et ne prend pas de S s'il est de sens générique. Voilà, pour vous rappeler la règle. Donc, bien entendu, on a abordé aussi avec vos camarades ce conflit, hein, entre l'orthographe dite traditionnelle et l'orthographe rectifiée de 1990. L'orthographe de 1990 permet en effet de mettre un S au nom générique pour simplifier. Bon, là, certains de vos camarades m'ont posé la question. Oui, mais par exemple, lors du contrôle, comment est-ce qu'on va accorder? Est-ce qu'on va accorder selon l'orthographe classique ou l'orthographe de 1990? Il suffit de mettre un seul accord, celui que vous préférez, à condition d'être capable, bien sûr, de justifier cet accord, mais je ne vous demande pas forcément de mettre tous les accords possibles. Voilà. Je ne vous demande pas d'épuiser toutes les possibilités, mais ces possibilités, il faut quand même les connaître. Voilà. Donc c'est là que le problème se pose, orthographe rectifiée, orthographe classique ou traditionnelle. Le problème ne se pose pas, par contre, pour les noms à sens spécifique. C'est-à-dire, pour le deuxième, par exemple, tire-bouchon. Bouchon prend toujours un S, que ce soit dans l'orthographe traditionnelle ou dans l'orthographe de 1990. Parce que ça va un peu de soi. Ça permet de tirer pas qu'un seul bouchon, mais un grand nombre, enfin plusieurs bouchons. Donc ça prend toujours un S, quelle que soit l'orthographe. Mais tire-neige, n'importe quoi, chasse-neige, neige ne prend jamais de S. Dans l'orthographe traditionnelle, mais prend un S dans l'orthographe rectifiée de 1990. Bon, je vais peut-être noter ça avant que de poursuivre. Pour gratte-ciel, évidemment, si on suit cette règle. Gratte, c'est le verbe gratter, hein, donc ça ne prend pas de S. Ciel, oui, c'est le ciel, oui, un seul ciel. Donc ciel ne prend pas de S, en tout cas dans l'orthographe traditionnelle. Celle de 1990, même si à mon avis c'est un peu bizarre, mais bon, permet de mettre un S à ciel. Gratte-ciel, ciel avec un S. Jamais, on ne dit jamais gratte-cieux par contre, qui est le pluriel ordinaire. Mais avec vos camarades aussi, j'ai évoqué cette question de pluriel. Donc ciel à la fin S, c'est un pluriel qui existe en français, mais qui est poétique. C'est un peu comme donc vous avez ciel à la fin S. Vous avez aussi, par exemple, dans Madame Bovary, il y a un passage où Flaubert raille, hein, c'est ciel poétique, ciel avec un S. Donc pour renvoyer directement à la poésie, au romantisme, etc. Dans le poème de Baudelaire, hein, dans Les Fleurs du Mal, vous avez le poème L'invitation au voyage, hein, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, hein, ciel avec un S. Bref, donc ciel, bien sûr, c'est un pluriel poétique. Le pluriel plus connu, c'est bien sûr cieux. Donc bon, voilà pour le rappel des règles. Bon, pour le premier, on a dit donc chasse-neige. Donc le verbe reste toujours invariable. Le nom ici a un sens ou est de sens générique. C'est la neige en général. Donc pas de S, en tout cas d'après l'orthographe classique. On a quand même cette orthographe de 1990 qui permet de mettre un S, donc chasse-neige, neige avec un S. Bon, ils ont fait ça, on va dire, pour simplifier, sans tenir compte de la nature sémantique, hein, du sens du nom. Hein. C'est-à-dire ils utilisent un peu la même règle pour les noms spécifiques que pour les noms génériques. Mais dans l'orthographe traditionnelle, ça ne se fait pas. Voilà, vous avez enfin toujours de petites différences comme ça. Par exemple, si vous allez sur Facebook, vous allez trouver événement qui s'écrit à comment? Comment il s'écrit sur Facebook? Et accent aigu. Et le deuxième accent? Je
sais pas si vous allez sur Facebook ou sur un site, bon. Bref, le deuxième, sur Facebook par exemple, s'écrit avec un accent grave, événement. Mais l'orthographe classique, c'est avec deux accents aigus. Celle que vous trouverez par exemple dans beaucoup de textes littéraires, dans tous les textes du 19e. Personne n'écrit par exemple dans les textes littéraires du 19e et même du 20e, personne n'écrit événement avec accent aigu plus accent grave. C'est toujours deux accents aigus. Voilà, de petites différences entre l'orthographe traditionnelle, celle de 1990, parfois aussi sur l'emploi de certains modes de conjugaison. Par exemple, l'orthographe de 1990 permet d'utiliser un subjonctif présent, puisque vous faites de la linguistique pour la littérature, je suppose. Donc, permet de mettre, par exemple, un subjonctif présent plutôt à la place d'un subjonctif imparfait. Permet de dire il fallait que j'aille plutôt il fallait que j'allasse, qui est l'accord correct. Concordance des temps. Aujourd'hui, c'est vrai que personne à l'oral ne dit il fallait que j'allasse. Mais c'est, enfin, dans un français tout à fait correct, c'est ce qu'on dit. Vous voyez dans Madame Bovary, dans toutes les œuvres littéraires que vous allez lire, bon, peut-être pour les romans modernes, non. Mais au XIXe siècle, vous allez toujours trouver ces accords, avec le subjonctif imparfait, conditionnel passé, deuxième forme, ces formes qu'on n'utilise guère aujourd'hui. En tout cas, enfin, dans notre parler courant. Bref, donc chasse-neige, je disais. Donc, pas de S d'après l'orthographe traditionnelle. L'orthographe rectifiée met un S pour tire-bouchon, donc il n'y a pas, par contre, il y a un seul accord. Bon, le verbe, on est d'accord, il est toujours invariable. Le nom ici a un sens spécifique. Donc, il prend toujours un S, quelle que soit l'orthographe. Là, le problème ne se pose même pas. Gratte-ciel, bon, même chose. Sauf pour l'orthographe de 1990, qui met un S à ciel. Bon, voilà, pour rappeler ces règles, parce qu'on va les utiliser justement dans les occurrences qui vont suivre. Donc, la règle ici, elle est simple. Donc, le verbe est toujours invariable, ou reste invariable. Quant au nom, le nom s'accorde ou prend la marque du pluriel, etc. S'accorde quand il s'agit d'un nom à sens spécifique, quand il s'agit d'un nom à sens ou de sens spécifique, et demeure invariable ou ne s'accorde pas, donc lorsqu'il s'agit d'un nom à sens générique. Quand il ne s'accorde pas, quand il est de sens générique. Donc, et l'orthographe de 1990 permet quand même de mettre un S au nom à sens générique. Donc 1990, accord. Donc le verbe est toujours invariable. Le nom s'accorde quand il s'agit d'un nom à sens spécifique, ne s'accorde pas quand il est de sens générique, avec cette remarque sur l'orthographe de 1990 qui permet quand même d'accorder. Bon, ces règles, bien entendu, on va les utiliser pour tous les noms qui restent, tous les noms composés qui restent dans cet exercice. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ça ou bien sur ce qu'on a fait la dernière fois, n'hésitez pas, surtout. Oui, dites-moi. Bouchon, oui, c'est spécifique. Enfin, essayez de visualiser un petit peu l'objet. Dans la réalité, il n'est pas utilisé pour ainsi dire, pour tirer un seul bouchon, mais pour en tirer plusieurs, n'est-ce pas? Donc, bouchon, il a un sens spécifique, n'est-ce pas? Il n'a pas de sens générique. À vos camarades, j'ai proposé un autre exemple pour expliquer cela. Des salles de classe. Salle prend un S, parce que dans la fac, par exemple, il y a plusieurs salles. Donc, c'est un nom à sens spécifique, n'est-ce pas? Et classe ne prend pas de S parce qu'il est générique. C'est la classe, le cours, etc. en général.
Donc vous voyez un peu la différence. C'est suivant cette logique, justement, qu'on va accorder ce type de nom. Bien sûr, vous utilisez ça seulement lorsqu'il y a verbe plus nom. C'est vrai que dans certains cas assez problématiques, ça s'utilise pour nom plus nom, mais en général, c'est verbe plus nom. D'accord? Oui, regardez un peu les deux noms qui suivent, allume-cigare et casse-tête. Alors, comment est-ce qu'on va les accorder, ces noms? À commencer par allume-cigare. Oui? Oui, donc le nom hein, est de sens spécifique. Le verbe, bien sûr, allume ne s'accorde pas. Le nom est de sens spécifique, justement. Hein. Ça ne sert pas qu'allumer enfin, allumer un seul cigare ou cigarette, peu importe. Enfin, parce que justement, c'est ce qu'on appelle un nom de type vernaculaire. Mais bon, bref, ça, ce n'est pas la peine de. Vernaculaire. Vernaculaire. Vernaculaire, c'est comme par exemple lorsque les scientifiques utilisent des noms d'espèces ou des noms en botanique, hein, pour les plantes, etc., qui désignent un groupe de plantes, un groupe d'animaux. Enfin, par exemple, les mammifères. C'est un nom de type vernaculaire. Oui, si vous voulez, vernaculaire. Mais bon, si on utilise la règle qu'on a vue, donc bien sûr, cigare prend un S, évidemment, pour les mêmes raisons. Et pour le suivant, un casse-tête. Oui? Oui, donc, qu'est-ce qu'on n'accorde pas? Bien sûr, le verbe, ça c'est clair. Pour le nom-tête, oui, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas, oui, la tête proprement dite, oui, c'est ce qui casse la tête, n'est-ce pas? Donc la tête en général, c'est l'esprit, hein, c'est un mot de sens abstrait un peu, donc qui est de sens générique. Donc bien sûr aussi dans ce cas, l'orthographe de 1990 permet de mettre un S à tête. Bon, il existe tout de même un autre emploi de ce nom composé. Par exemple, oui, je me souviens de cette occurrence dans Salammbô, le roman poético-historique de Flaubert, qui porte sur la guerre entre les mercenaires et Carthage. Hein. Bref, donc dans ce roman-là, vous avez un emploi de casse-tête au sens propre, hein, qui sert, enfin des armes qui servent à casser la tête. Mais ce n'est pas le sens, enfin que le sens qui est courant aujourd'hui. Hein. Mais ce sens existe quand même. Oui, je me souviens de ça. C'est dans Salammbô, le roman historique de Flaubert, 1862. Hein. Dans le paragraphe où Flaubert décrit les préparatifs de la guerre, hein, les armes des mercenaires et celles des Carthaginois, hein, qui s'étaient barricadés dans leur ville. Bref, c'est intéressant comme description. Mais moi, voilà, la remarque, c'était sur cet emploi spécifiquement. Donc bon, ici, allume-cigare, donc au pluriel. Donc, cigare va prendre évidemment un S pour les mêmes raisons. Hein, sens spécifique. Allume, c'est le verbe qui reste invariable. Pour le nom qui vient après, casse-tête. Casse, c'est le verbe, enfin un verbe casser, invariable. Tête, c'est la tête, hein, en général. Donc, ce qui est réputé pour être difficile, etc. Donc c'est un nom à sens spécifique. Générique, pardon. Nom à sens générique pour tête. Et l'orthographe de 1990 permet de mettre un S quand même. Hein, tête. Oui, vous avez après deux autres noms, formés de la même façon, bien entendu. Abat-jour et sèche-cheveux. Abat, bien sûr, du verbe abattre.
et sèche-cheveux. Oui, c'est générique aussi, oui. C'est le jour. Exactement, oui. Ça ne s'accordera pas. Même remarque, 1990, donc cette orthographe rectifiée permet quand même de mettre un S. Pour sèche-cheveux, oui, on a même parfois des bizarreries au singulier, hein. C'est-à-dire sèche-cheveux, ah oui, un sèche-cheveux. Normalement, que ce soit au singulier ou au pluriel, ça prend toujours un X, hein, pour cheveux, parce qu'il n'y a pas qu'un seul cheveu. Enfin, à moins d'utiliser un sèche-cheveux alors qu'on n'a qu'un seul cheveu. Bon, c'est quand même un peu, oui, étrange, c'est curieux. Mais bon, c'est une forme théorique, on va dire, hein, une forme théorique qui existe dans la langue française, c'est sèche-cheveux avec cheveux au singulier, hein. C'est quand même un peu, oui. Donc, oui, sèche-cheveux. Non, non, la forme que j'ai mise là, à côté de l'occurrence, c'est la forme au singulier, n'est-ce pas? Mais enfin, les deux formes coexistent au singulier. Soit on dit un sèche-cheveux, avec cheveux à la fin X ou cheveux sans la marque du pluriel. Mais au pluriel, comment on va le mettre? Des sèche-cheveux, donc, enfin, il n'y a pas qu'un seul cheveu, il y a plusieurs cheveux, donc non à sens spécifique qui prend un X. Et là, la bizarrerie, elle est surtout par rapport à la forme du singulier. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais au pluriel, il n'y a absolument pas de problème ici, hein. Cheveux prend toujours de toute façon un X, hein. Donc là, sèche-cheveux, verbe invariable, non à sens spécifique ou deux sens spécifiques. Pour abat-jour, donc, on a plutôt un nom à sens générique, verbe. Donc, je vais mettre simplement générique, spécifique. Donc, générique, 1990, on peut écrire abat-jour avec un S à jour. Oui, une remarque, une question peut-être? Oui, d'accord. Oui, oui, allez-y, dites-moi. Oui, 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 oui. Voilà, dans la religion chrétienne, il est dit, ou il est considéré qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc c'est une religion monothéiste. Donc ici, bien sûr, Dieu est un nom à sens générique, n'est-ce pas? Donc qui ne va pas prendre de S, même dans l'orthographe de 1990. Là, il faut tenir compte, je pense, du contexte culturel, hein, culturel bien sûr, parce que si cet objet existait par exemple dans l'Antiquité, dans ce cas, oui, on aurait pu mettre un X à Dieu. Mais c'est un objet qui appartient au christianisme, hein. Il appartient à un certain, comme on dit dans la littérature et dans la linguistique, à ce qu'on appelle un univers de croyance. Un univers de croyance. Pour moi, enfin, la notion d'univers de croyance est bien expliquée, a été bien expliquée par Victor Hugo, par exemple, lorsque, dans un poème dans la légende des siècles, il dit avant les bêtes parlaient, hein, chez Homère c'est un fait, chez Perrault un prodige, etc. Donc, qu'est-ce que ça suppose? C'est quoi l'univers de croyance? Ça suppose que pour comprendre un énoncé, on doit partager certaines croyances avec notre interlocuteur. Vous voyez, par exemple, si un ancien, hein, un ancien entend ça après Dieu, il ne va pas le comprendre tout de suite. Ça dépend de l'univers de croyance en fait. C'est transposable dans la littérature. Donc vous avez par exemple Philippe le Jeune qui a travaillé sur ce qu'il appelle le pacte autobiographique. Philippe le Jeune, c'est un nom important enfin c'est un critique, hein, qui a élaboré cette théorie du pacte autobiographique. C'est quoi un pacte? Donc ce pacte qui a été élaboré par exemple par Rousseau dans les Confessions. Si vous lisez cette fameuse préface, hein, des Confessions, dans laquelle il déclare un peu pompeusement, hein, que voilà, je vais dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, etc. Enfin, il jure qu'il va être sincère, un peu lourdement quand même. Moi, j'ai toujours trouvé ce bouquin un peu lourd, mais bon, ça ne l'empêche pas, ça n'a pas empêché de le lire. Oui, il ne faut pas toujours lire suivant ses propres penchants. Il faut tout lire, hein. Pas tout lire, mais c'est impossible, mais au moins les incontournables, hein. Donc justement, cette notion de pacte autobiographique, c'est-à-dire que
Le lecteur, lorsqu'il va lire cet ouvrage, il va considérer que l'auteur est sincère. Il va partir du principe que l'auteur est sincère sur sa propre vie. Voilà, hein, c'est la notion de pacte. Donc là, ça a été transposé par Philippe le Jeune dans le domaine, bien sûr, de la littérature. Il y a aussi ce que j'appelle personnellement un pacte métaphorique. Par exemple, lorsque vous avez des métaphores filées. Je vais prendre un exemple vraiment banal. Hein, voilà, sans chercher plus loin. Enfin, c'est un lion, bon, métaphore in absentia, c'est un lion, point, il rugit. Si on accepte le fait que cet homme soit un lion, on va accepter le fait qu'il rugit, qu'il rugisse ou qu'il rugit. Donc il y a une espèce de pacte entre nous et l'écrivain lorsqu'il utilise par exemple une métaphore. Par exemple, vous avez cet écrivain, moi je ne dis pas écrivaine, désolé, certains le disent aujourd'hui. Vous avez cet auteur qui, Saraken, son œuvre est disponible ici à la bibliothèque, à la fois en anglais et en français, qui a écrit des pièces intéressantes, enfin, bref, qui dit que rien n'est plus vrai qu'une métaphore. Rien n'est plus vrai qu'une métaphore. Une métaphore, ce n'est pas une simple image, c'est un pacte, hein, entre nous et l'écrivain. Aussitôt que l'écrivain utilise une métaphore, on commence à visualiser la chose. À imaginer, mais au sens propre, avoir des images. C'est ça une métaphore. Ça a une puissance d'évocation et à la fois d'invocation. Ça invoque des objets, ça crée des choses. Une métaphore. Ce n'est pas qu'une simple figure de style, des images, non. C'est beaucoup plus que ça. Bref, donc voilà ce que je disais. Bon, pour prix Dieu, donc invariable, que ce soit dans l'orthographe de 1990 ou l'orthographe classique, bon, on voit bien quand même qu'il y a un petit problème par rapport à cette orthographe de 1990, par exemple ici, donc générique. Et là, c'est le verbe, bien entendu. Oui, la notion d'univers de croyance, c'est quelque chose de très important dans la littérature, je pense. Pour comprendre déjà certains romans, etc., certains écrivains, ce qu'ils veulent dire, même si, enfin, moi, depuis très longtemps, j'ai cessé de poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire, l'écrivain? Enfin, parce que parfois, il ne veut rien dire, l'écrivain. Oui, cette question est un peu simpliste parfois. Hein, mais bon, il faut quand même se mettre dans le contexte, hein, du roman, se mettre dans la peau de l'écrivain un petit peu, hein, pour pouvoir embrasser ses idées. Hein, c'est pacte, pacte. Sinon, parfois, on risque de ne pas comprendre, hein, ce qui se passe dans le roman. Par exemple, si on ne connaît pas les idées de Flaubert sur le romantisme, l'idéalisme, etc., on ne va pas tout à fait comprendre ce qui se passe dans Madame Bovary. Il faut voir aussi, par exemple, dans la correspondance, ce qu'il dit de Lamartine, par exemple, hein, qu'il n'épargne pas. Hein. Oui, Lamartine, enfin, après il y a eu Chateaubriand, etc. Donc il les a tous un peu massacrés, même s'il les admirait à ses débuts, hein, parce que Flaubert était quand même très romantique à ses débuts, quand il a écrit certaines de ses nouvelles, hein, Rage et impuissance, etc. Enfin, ses nouvelles de jeunesse. Mais après, il a commencé à tuer ses dieux, je dirais. Hein. Exactement, oui, tout à fait. C'est ça le principe. C'est ça le principe, parce que quand il était, par exemple, enfin, toute sa vie, il a admiré quelqu'un comme Victor Hugo, par exemple. Mais en même temps, il y a de l'admiration et à la fois, parfois, de la jalousie. Hein. On le sent très bien dans la correspondance. Par exemple, lorsqu'il parle dans sa lettre au frère Goncourt, hein, lorsqu'il est question de la publication de son roman Salammbô. Il l'a publié en 1862. Il l'avait déjà fini avant, mais il n'a pas voulu le publier en même temps que Les Misérables de Victor Hugo, parce qu'il a dit, mon roman va être écrasé par Les Misérables. Voilà, il avait peur d'être écrasé, hein, par cet homme, parce que, bon, c'est quand même Victor Hugo, hein, donc il a dominé tout le 19e siècle. Oui, donc c'est des choses intéressantes. Vous avez le site de l'université de Rouen, hein, sur lequel vous pouvez faire des recherches par occurrence. Parfois, c'est intéressant de voir ce qu'un écrivain pense d'un autre écrivain. Et pourtant, hein, Lamartine a bien défendu Flaubert. Hein. Oui, oui, lors du procès, oui. Oui, il a défendu Flaubert et pourtant il ne partageait pas beaucoup de ses idées. Hein.
sur l'homme, sur la société, sur la bêtise, etc. Oui, c'est toujours intéressant de voir comment un écrivain est critiqué par un autre écrivain. Bon, allez, c'est non composé. Un ou une trompe la mort. Quelqu'un, bien sûr, qui a assez de ressources pour tromper la mort. Hein. Ou qu'on dit avoir assez de ressources pour être capable de tromper la mort. Donc, au pluriel. Oui, exactement. Il y a l'article défini là qui souligne bien hein, que la mort, c'est générique. Donc là, il n'y a pas de doute à avoir. Si vous avez verbe plus nom, mais entre les deux, vous avez un article défini, le, la, etc. Dans ce cas, il est clair qu'il s'agit d'un nom à sens générique. Pas de doute à avoir. Donc trompe la mort au pluriel, ça reste invariable que ce soit dans l'orthographe traditionnelle ou l'orthographe de 1990, personne ne dit des trompes les morts. Hein, parce que ça n'a aucun sens, tout simplement. C'est la mort en général. Vu comme une force, comme une force sinistre, quelque chose d'abstrait, etc. Oui, moi, mon but aussi est de profiter de ces cours, vous voyez, pour élargir un peu. Hein. Ne pas faire que de l'orthographe ou des accords, machin, etc., de la grammaire pure. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants aussi, c'est assez rébarbatif. Hein. Seulement, c'est très utile. Hein. Malheureusement, ce qui est réputé pour être rébarbatif, dans la plupart des cas, est très utile aussi. Hein. Bon, il reste deux noms composés dans cette catégorie. Un couvre-chef et puis un ayant droit. Oui, pour le premier, oui. Oui, donc, mais voyez, si vous le mettez au pluriel, là, c'est vrai que chef, c'est la tête, hein. Caput, chief, hein, l'ancien français chief. Mais il y a quand même une différence entre couvre-chef, le chef, c'est bien sûr la tête, et casse-tête. Casse-tête, c'est abstrait, hein, c'est l'esprit, la tête dans le sens de l'esprit. Hein. Mais ici, couvre-chef, c'est ce qui couvre la tête, à proprement parler, hein, au sens propre. Donc, des couvre-chefs peuvent enfin couvrir soit, enfin, pour dire la chose d'une façon un peu simpliste, peuvent couvrir soit une tête, soit plusieurs têtes. Donc on met un S. D'accord? On met un E à quoi? Pourquoi? Pourquoi on mettrait un E à chef? Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? Ah oui, ça c'est. Oui, un chef. Non, je vous explique. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. J'ai compris. Je vais vous expliquer. Donc, oui, vous voulez dire cette orthographe. Un chef, une chef. Aïe. Bon. Oui, déjà qu'il y a un calembour sur écrivain, enfin, et les écrivains. Bon, mais non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est la féminisation, enfin, des noms de métiers, pour moi, c'est mon avis, c'est mon opinion personnelle qui n'engage que moi, ne doit pas être systématique. Non, au contraire, rappelez-vous, c'est vous qui avez posé la question. Sur ce qui est neutre. Vous m'avez dit qu'en français, le neutre n'existe pas. Bon, allez, il va y avoir une petite querelle là. C'est querelle. Attendez, je vous explique. Enfin, moi je pense, j'ai toujours cru. C'est mon opinion personnelle. Après, si vous mettez chef, ok. Ça vous regarde. Mais attendez. Parce que cette forme existe. Hein. On ne va pas faire comme si elle n'existait pas. Mais, enfin, pour moi, il faut que la langue reste à l'abri, la langue française reste à l'abri des débats idéologiques. Franchement. C'est-à-dire, lorsqu'on dit un chef, une chef, on peut mettre chef sans le FFE, etc. Pourquoi? Parce que c'est neutre. C'est neutre. Que ce soit un homme ou une femme, donc ça rejoint encore plus ce que vous disiez.
Ça n'a pas de genre, ça n'a pas de sexe. C'est un chef ou une chef, un auteur, une auteure. Bon, on peut mettre un E aussi à auteur. Donc, enfin, pour moi, il est plus prudent. Oui, on dit autrice, oui, c'est octor. Enfin, mais il y a parfois des bizarreries. Enfin, moi, quand j'entends ça, pour moi, ce n'est pas du français tout à fait correct. Ce n'est pas que je sois un puriste ou non, je ne suis pas un puriste. Mais voyez, le neutre, ça convient mieux pour moi. Neutre, que ce soit un homme ou une femme, ou enfin. Seulement, voilà, on a voulu, moi je pense qu'on a voulu faire ça, pas pour féminiser ou pour donner un certain caractère au nom de métier, etc. Mais juste pour éviter les difficultés, hein, pour contourner, mais il ne faut pas que ce soit systématique quand même. Pour moi, ça doit rester neutre. Mais vous pouvez, moi je ne vous, je ne vous l'interdis pas, moi. Il ne s'agit pas de gommer, hein. Il ne s'agit nullement de gommer la marque du féminin. Mais il s'agit d'accepter au fond qu'un écrivain, ça peut être soit un homme, soit une femme. Un écrivain, une écrivain, c'est neutre. Ce n'est pas masculin. Ce n'est pas masculin à la base. C'est un cas neutre. C'est comme pour l'adjectif grand. On va d'ailleurs parler de ça. C'est neutre. Après, enfin, c'est votre point de vue, je le respecte, mais enfin, je n'ai rien contre, bien sûr, je n'ai rien contre les femmes, enfin ça va de soi, mais je n'ai rien aussi contre la féminisation de certains mots, mais il ne faut pas que ce soit, enfin, un peu, il ne faut pas faire ça à l'aveugle un peu. Il faut, enfin, il y a un certain esprit quand même de la langue française qu'il faut. Déjà, oui, moi aussi. Personnellement, c'est mon opinion. Après, si vous l'écrivez, personne ne va vous dire que c'est faux. Mais attendez, il y a quand même un cas où ce que vous dites me paraît justement plus pertinent. C'est lorsque on veut vraiment mettre l'accent sur la féminité. Par exemple, enfin, il y a eu un colloque, je me souviens, sur les écrivaines femmes au XXe siècle. Mais là, on a vraiment voulu, c'était un colloque sur Colette, etc. On a voulu vraiment mettre l'accent sur voilà l'aspect féminin, etc. Mais là, c'est différent. Pour moi, c'est plus pertinent dans ce cas-là. Qu'est-ce qui est bizarre? Mais neutre, c'est à la fois le masculin et le féminin. C'est un mot qui est, si vous voulez, hermaphrodisé, hein. C'est le neutre, ça existe en français. Oui, non, mais lorsque vous dites un écrivain, vous pouvez très bien dire une écrivain. Un auteur, une auteure, oui. Voilà. Mais pourquoi, oui, voilà, un médecin, il y a aussi doctoresse, certes, mais bon, oui, enfin, mais pour certains mots, ça marche, hein. Poète, poétesse, bon, hein, mais oui. Oui, oui, mais dans philosophe, c'est parce que le E existe déjà dans le radical. Oui, oui, mais dans philosophesse, franchement. Sans vouloir, non, mais sans vouloir critiquer qui que ce soit. Oui, ça sonne quand même mieux que, franchement, hein. Oui, comme exclusivement, oui, comme étant exclusivement, oui. Mais là, ce que vous dites, c'est l'idéologie. C'est de l'idéologie. Tenez la langue à l'écart des idéologies. Mais non, enfin, elle est, pour moi, la langue française est modulée par des règles et des usages. C'est ce que je crois, hein, oui, mais là, là, ça correspond, certes, bien sûr, comme vous dites, à une réalité, hein, nouvelle, enfin, mais aussi ces mots quand ils ont été créés, c'est suivant des règles, hein. Soit la règle, par exemple, du calque sur le plan linguistique, on calque par exemple présentiel sur distanciel, etc. Pour moi, il y a quand même des règles pour que le mot reste, enfin, ne sonne pas faux, quoi.
Bon, écoutez, on en rediscutera. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. Donc, oui, après, à chacun sa façon de. C'est ça aussi la richesse du français, hein. Donc, bon, allez, couvre-chef. Donc, on a dit des couvre-chefs. Oui, sacré débat. Donc, c'est un nom à sens spécifique. Là, c'est le verbe qui reste invariable, bien entendu. Oui, est-ce que quelqu'un avait une remarque ou une question? Bon, pour ayant droit, c'est, ça fait partie des 10% de mots, oui. Ah non, s'il vous plaît, non. C'est du sumérien. Ce n'est pas du français, c'est du sumérien, vous voyez, avec les. Enfin, même si moi je n'ai rien contre le sumérien, moi personnellement, je dis toujours personnellement, je suis prudent, ça me fait mal aux yeux. Je n'arrive pas à lire un texte comme ça. Je ne sais pas, peut-être que ça vient de l'habitude de lire des textes, enfin, mais je n'y arrive pas. C'est idéologique aussi. C'est idéologique, mais il faut le reconnaître, hein. Parfois, il y a des choses qui n'ont absolument aucun sens. Enfin, c'est comme dans les discours de certains politiciens. Enfin, bon, allez, vous voyez là, ça devient de l'idéologie. Enfin, française, français. Non, non, mais enfin, il faut arrêter aussi. Enfin, on s'adresse à tout le monde sur. Enfin, il y a aussi un principe de neutralité, hein. Bref. Oui, c'est selon l'époque. Enfin, après, il ne faut pas en faire trop quand même, hein. Écriture inclusive. Franchement, je n'arrive pas à lire un texte qui est écrit comme ça. J'en reçois souvent de. Enfin, il y a aussi des collègues qui écrivent comme ça, hein. OK, mais je n'y arrive pas. Ça me regarde. Enfin, il y a quelque chose dans ma tête. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre un texte qui est écrit comme ça. Et pourquoi, enfin, pourquoi? Déjà que ça n'a pas de sens. Pourquoi créer des solutions à des problèmes qui n'existent pas, en fait? Ça, c'est le boulot des politiciens, normalement. Enfin, ils inventent les problèmes, après, ils inventent des solutions. Mais pourquoi? Déjà qu'il n'y a pas de. Enfin, à la base, il n'y a pas de vrai problème. Enfin, déjà que la langue française est. Enfin, déjà comporte beaucoup de subtilités, beaucoup de choses à maîtriser, etc. On en rajoute davantage. Oui, après, il y a quand même un effort pour. Enfin, simplifier à tout prix pour. Bon. Bref. Ok, ok, bon, écoutez. Allez, sinon on ne finira jamais ces noms composés. Mais on en rediscutera, hein. Mais vous êtes libre, bien sûr, d'adopter le point de vue que vous voulez, hein. Allez, classe suivante. Mais c'est vrai que c'est un débat intéressant. Oui, moi j'ai lu aussi un article dernièrement sur l'accord du participe passé. Alors, est-ce qu'on doit toujours, enfin, il y a quelqu'un qui a proposé de faire en sorte que ce soit toujours invariable. Il faut arrêter aussi, hein. Il faut, franchement, enfin, il y en a qui veulent que ça reste invariable, il y en a qui veulent que ça s'accorde toujours, il y en a qui. Bon, bref, ça va être compliqué de trouver des solutions pour tout le monde, hein. C'est pas évident. Allez, donc adverbe ou bien préposition, souvent difficile à distinguer pour certains mots. Tous les linguistes, à partir des années 90, mettent l'accent sur ça, sur ces difficultés, hein. Parfois, un adverbe n'est pas si facile que ça, enfin, distingué d'une préposition, hein. Bon, bref. Oui, dites-moi. Ah oui, pardon, on n'a pas encore fait ayant droit. Ah, mince. Bon, en fait, oui, ce nom composé mérite des remarques. Oui, en plus. Donc, d'abord, ça s'écrit avec deux graphiques, comme je l'ai signalé, mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Donc, pour la remarque, elle porte sur ayant plutôt. Ayant qui est un participe présent. Vous savez sans doute que tous les participes présents en français ont la même terminaison, c'est-à-dire ant. Bon, il y a deux façons d'interpréter. Soit on considère que ayant
en fait, c'est un adjectif. Dans ce cas, adjectif plus nom, on met un S. Soit on considère que, donc en fait, ayant, c'est plutôt un verbe qu'on n'accorde pas. Et dans ce cas, on met un S à droit, parce qu'il y a plusieurs droits. Est-ce que vous avez compris? Hein? Ayant droit. Par exemple, les ayants droit d'un écrivain, c'est ceux qui, après lui, peuvent disposer comme ils veulent de son œuvre. Hein, la diffuser, la vendre, etc. à certains éditeurs. Donc, par exemple, Flaubert n'a pas d'ayant droit. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut trouver, par exemple, Madame Bovary n'importe où. Hein. Ce n'est pas protégé par des droits d'auteur, non. C'est dans le domaine public. Hein. Oui, au 19e, c'était souvent le cas. D'ailleurs, des écrivains tels que Balzac, vraiment au tout début du 19e siècle, ont milité hein, pour les droits, pour qu'on protège les droits d'auteur. Hein. Balzac, je pense, a été l'un des premiers à le faire hein, au 19e siècle. Oui. Pour qu'on protège justement les droits d'auteur. Bon, donc oui, pour ayant droit, donc je disais, il y a deux interprétations. Ça fait partie de ces cas, enfin, ça fait partie des 10%, on va dire, hein, ou même des 5%. Donc, des ayants droit. Soit on considère que ayant, en fait, c'est un adjectif avec un S. Donc, dans ce cas, adjectif qui s'accorde, nom qui s'accorde aussi. On a déjà vu cette classe de adjectif plus nom. Ou alors, deuxième interprétation possible, des ayant sans S et droit de sens spécifique. Il n'y a pas qu'un seul droit. Donc, verbe et nom de sens spécifique. Ça fait partie de ces noms sur lesquels je ne vous interrogerai pas, évidemment, mais qu'il est bien de connaître, bien entendu. Oui, alors, donc ensuite, on a cette classe de mots, adverbe ou préposition, plus non, toujours dans cet ordre. Hein. L'adverbe ou la préposition en première position, hein, et le nom ensuite. Hein. Bon, alors, vous avez des exemples ici, une arrière-saison, un à-coup, ou un contre-jour, une avant-première. Donc, alors, comment est-ce qu'on va faire pour ces mots? Oui? On accorde juste le nom, oui. C'est la règle, elle est, encore une fois, elle est valable, elle marche pour, encore une fois, on va dire 90% des noms. Pour la plupart des noms qui sont construits comme ça. Le verbe ou l'adverbe ou la préposition reste invariable, ne s'accorde jamais, alors que le nom prend un S. Donc, autrement dit, arrière-saison, S seulement à saison, à-coup aussi coup, contre-jour aussi, peu importe que le nom soit de sens générique ou spécifique. Hein. Là, cette règle ne marche pas. Une avant-première aussi, avant pas de S, première avec un S. D'accord? Donc la règle ici, elle est très simple. Adverbe ou préposition, donc, qui sont invariables, tous les deux, hein. Et nom qui est variable, hein, qui prend S. Donc là, juste pour être méthodique, donc des arrière-saisons, arrière pas de S, saison avec un S, à-coup, donc préposition à, S, qu'est-ce qu'on a ensuite? Contre-jour et avant-première, donc contre-jour, jour S, avant-première aussi, bon ça semble un peu naturel. Bien sûr, première, c'est vrai que premier, première, normalement c'est un adjectif. Hein. Adjectif ordinal, qui indique un ordre. Hein. Premier, deuxième, etc. Sauf que c'est un adjectif qui est substantivé, qui est utilisé comme nom. Ce que nous avons appelé la dérivation impropre. C'est comme lorsque vous dites par exemple, ah oui, c'est une première ça. Enfin, c'est une première, c'est-à-dire c'est la première fois que ça arrive, etc. Donc on a un adjectif qui est utilisé comme nom, hein, ou adjectif substantivé. Donc première n'est pas vraiment un adjectif, c'est plutôt un nom ici. Hein. Donc bon, j'espère que c'est clair pour vous jusque-là. Hein. Donc si c'est le cas, on va passer bien entendu à la classe de mots de noms composés suivante, verbe plus verbe.
Un savoir-faire. Donc, verbe plus verbe. Le verbe, il peut soit être conjugué, soit être à l'infinitif. Ce n'est pas comme verbe plus nom où le verbe est très souvent, pour ne pas dire toujours, conjugué. Verbe plus verbe, soit conjugué, soit à l'infinitif. Hein. Bon. Un savoir-faire, un laisser-aller. Bon, bien entendu, il y a une différence entre laisser-aller ici et si vous voyez un peu la première page, dans nom plus nom, vous allez voir que j'ai mis un aller-retour. Aller, dans les deux occurrences, n'a pas la même valeur. Aller-retour, aller, c'est un verbe qui est, encore une fois, substantivé, un verbe utilisé comme nom, dans aller-retour, c'est pour ça qu'on dit des allers simples, par exemple. Mais, ici, dans l'occurrence, un laisser-aller, aller n'est pas un nom, c'est un verbe, hein, à l'infinitif. D'accord? Donc, pour bien faire la différence entre les deux. Un verbe qui est d'ailleurs employé à côté d'un autre verbe, hein, laisser. Parfois, les deux verbes sont aussi coordonnés, hein, comme dans va et vient. Vous avez le verbe aller, va, et venir, coordonné par et un laisser-passer. Donc, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces noms? Oui? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous accordez le premier verbe? Si on parle de la substantivation, dans ce cas, tout le mot serait substantivé. Parce que verbe plus verbe, mais ça forme quand même un nom. Oui, oui, donc regardez. C'est beaucoup plus simple que ça en fait. Verbe plus verbe, les deux verbes restent invariables. Aucun accord. Oui. Avec un S? Non. On le dit à l'oral. Oui, on le dit à l'oral, j'ai parlé avec, enfin, j'ai évoqué ce problème avec vos camarades, le problème de l'euphonie. Oui. Donc, c'est une bonne remarque. Euphonie. E-U-P-H-O-N-I-E. C'est le mécanisme qui est derrière ce phénomène, en fait. Parfois, on ajoute des lettres. Ou alors, on supprime des lettres, enfin, d'un mot, juste pour assurer la liaison, pour marquer l'accord, etc. Donc, on a beau dire à l'oral des va-et-vient, cette forme n'existe pas à l'écrit. Personnellement, je n'ai jamais vu ça, mais bien sûr, vous pouvez faire des recherches de votre côté, si vous avez, enfin, quand vous aurez le temps, enfin, faites de petites recherches, mais moi, personnellement, je ne suis jamais tombé sur va-et-vient avec un S, ça va. C'est toujours invariable, normalement. D'accord? Mais c'est vrai que parfois on dit ça à l'oral, hein. Des va-et-vient, des va-et-vient, mais normalement c'est des va-et-vient, hein. C'est verbe plus un autre verbe, les deux verbes restent invariables. Donc, mais parfois ça s'explique par l'euphonie, quand on veut marquer les accords. Parce que d'habitude, si on met ça en situation, lorsqu'on dit des va-et-vient, ça veut dire forcément qu'on est un peu gêné par ça. Un peu. Par exemple, enfin, arrêtez de faire des va-et-vient. Oui, c'est ça finalement, c'est la pragmatique, hein, c'est ce qu'on appelle la linguistique pragmatique. Arrêtez de faire des va-et-vient, c'est-à-dire, ça me gêne à tel point que je marque le pluriel. Ce n'est pas qu'un seul va-et-vient, c'est plusieurs. Sauf qu'à l'écrit, ça ne prend pas de S. Voilà. Bien sûr, rien ne vous empêche, de votre côté, enfin, de faire d'autres recherches. Si vous tombez sur des cas comme ça, enfin, oui, je serais vraiment content de voir ça avec vous. Oui. Des allers-retours. Aller-retour, aller est utilisé comme nom. C'est comme lorsqu'on dit des allers simples, avec un S. Ce n'est pas comme dans ce mot où il est utilisé comme verbe. Il garde sa classe d'origine. Hein. Vous voyez la différence, hein? Donc, elle est à ce niveau, la différence. Donc, ici, verbe plus verbe. Que les verbes soient conjugués ou non, ou coordonnés ou non, en règle générale, ils restent invariables. Donc, invariable. C'est-à-dire, enfin, invariable au singulier, c'est le nom. Les deux éléments sont invariables. Donc là, par exemple, savoir-faire, laisser aller, c'est la même forme, donc au singulier qu'au pluriel. Laisser aller. Va et vient.
et des laissés-passer. Des, oui, des allées et venées. Si on veut mettre au pluriel, ça serait quand même un peu ridicule. Mais bon, mais pourquoi pas? Je suppose qu'un jour on va inventer ça. On invente pas mal de choses. Non, mais enfin, je ne fais pas référence à ce que vous. Non, 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 non. Je ne suis pas enfin du genre à faire des allusions. Enfin, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis tout simplement, hein. Non, non, c'était juste pour rigoler un peu. Donc, bref, donc des laissés passer. Après, donc, j'ai choisi de mettre dans une seule catégorie les noms composés avec grand et garde. Vous allez voir pourquoi. C'est vrai que normalement, on a déjà fait les classes de adjectif plus nom. Grand, c'est un adjectif, hein. Et garde, hein, on l'a vu aussi dans les verbes, mais il y a quand même des subtilités à retenir ici, hein. Pour cette classe de mots, donc, c'est-à-dire nom composé avec grand et garde, hein, qui comporte l'un de ces mots. Donc, on va devoir faire quelques remarques. Donc, nom composé avec grand et garde, bien sûr, grand et garde en première position. Nom composé avec grand et garde. Donc certaines remarques s'imposent ici. Parfois, ça peut paraître très simple, mais ce qui m'intéresse aussi, ce sont les explications, hein, derrière ces occurrences. On va commencer par les deux premières qui sont vraiment, vraiment courantes. Grand-père et grand-mère. Alors, au pluriel. Comment vous mettez grand-père au pluriel? Oui? Si, on accorde les deux. Oui, on accorde les deux. Les deux prennent un S. Grand-mère, en revanche. Oui, c'est simple, mais il y a quand même une explication, hein, assez intéressante, je trouve. Grand-mère au pluriel. Oui. On n'accorde pas quoi? Hmm, oui. Oui, revenir, enfin, oui, on va reparler de ça, justement, hein, la neutralité. Bon, attendez. Bon, pour grand-mère, oui. Oui, mais oui, ce n'est pas vraiment une question de sens, parce que, à vrai dire, il n'y a pas de différence de sens entre grand-père et grand-mère, hein. Certes, ils ne désignent pas la même personne, mais l'adjectif grand ne présente pas vraiment de nuance de sens particulière pour grand-mère. Il y a une autre explication qui est d'ordre étymologique. Bon, en fait, pour l'accord d'abord, grand-père, SO2, c'est comme pour la fameuse classe adjectif plus nom. Les deux s'accordent sans problème. Bon. Pour grand-mère, en revanche, grand reste invariable, ne prend pas de S. Et mère prend S. Donc, il y a une explication à ce phénomène. Bon, je vais écrire d'abord les accords, après on va les expliquer. Donc, des grands-pères, donc SO2, mais des grands-mères, grand reste invariable, mère prend S. Bon. Ça peut sembler un peu contradictoire, enfin un peu bizarre surtout, mais ça a une explication. Personne ne dit grande-mère de toute façon. Mais justement, l'explication est que purement étymologique, relative, ou une explication, comme on dit dans la linguistique, une explication diachronique. Diachronique. Par opposition à synchronique. Synchronique. Bon, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Diachronique, c'est tout ce qui relève de l'évolution de la langue. Par exemple, on compare le français moderne à l'ancien français. Synchronique, c'est travailler seulement, par exemple, sur le français moderne, sans faire de comparaison. Donc l'explication, elle est ici diachronique. Bon. C'est quoi cette explication, justement? C'est que l'adjectif grand, en ancien français, je vais l'écrire, bien sûr, cette explication,
L'adjectif grand en ancien français, oui, donc était un adjectif dit éponyme. Je vais écrire ce mot éponyme ou bien neutre, justement. Ça rejoint ce qu'on disait sur les mots neutres. En ancien français, on écrivait grand avec un T à la fin. Ça vient du latin grandis, donc avec un D-I-S. Donc le D est devenu un T en français. Tout ça pour dire quoi finalement? Pour dire qu'en ancien français, on avait la même forme, grand à la fin de T, pour le masculin que pour le féminin. Donc il y a ce qu'on appelle une survivance. J'ai d'ailleurs parlé un peu de survivance dans un court extrait que j'ai déposé sur l'espace de Célène. Donc il y a une survivance qui fait que, pour résumer un peu rapidement, lorsque grand est suivi d'un nom qui est au masculin, les deux mots s'accordent. Lorsque grand est suivi en revanche d'un mot qui est au féminin, comme grand-mère, grand ne s'accorde pas et le nom qui est au féminin s'accorde. C'est pour garder justement cette neutralité de grand. Je suppose aussi qu'il y a des raisons d'euphonie, comme j'ai dit, de prononciation, parce que ça fait quand même lourd de dire grande-mère. Grand-mère. Même logique d'ailleurs pour grand route et grand place. Route, c'est féminin. Place, c'est féminin, n'est-ce pas? Une place, une route. Donc, même logique. Puisque route et place sont féminins. Donc, cela entraîne quoi au niveau de l'accord? Grand reste invariable, mais le nom, lui, s'accorde. Est-ce que vous avez bien compris cette règle? Bon, que je vais d'ailleurs écrire. Donc, ça dépend en fait pour grand du genre du mot qui le suit. Voilà. Donc là, pour des grands-pères, des grands-mères, on a aussi des grands routes, parfois avec l'apostrophe, c'était l'orthographe du 19e siècle surtout. Par exemple, au 19e siècle, on écrivait souvent poète comme ça, avec un tréma, et non pas avec un accent grave. Parfois, on écrivait rythme aussi, par exemple, dans les textes de Baudelaire, les textes critiques de Baudelaire, vous trouvez rythme avec RH, et non pas avec RY, RHY. Ça, c'est une graphie, c'est une écriture qui existait au 19e siècle, qui n'existe plus aujourd'hui. Bref, donc, des grands-pères, des grands-mères, des grands routes, grands. Même chose, reste invariable, route prend un S. Même chose pour grand place, qui peut parfois s'écrire avec une apostrophe, bien que ce soit rare, aujourd'hui en tout cas. Donc, bon, là, l'explication, je vais la donner. L'explication, c'est que grand est issu de l'ancien français. De l'ancien français, enfin qui était presque une autre langue, c'est très différent du français moderne en tout cas. Idem pour le français, le moyen français. C'est seulement à partir, je dirais, du XVIIe siècle, l'époque classique, que l'orthographe a commencé à devenir plus stable. Bien que, par exemple, au XIXe siècle, on pouvait dire, par exemple, dans les pièces de Racine, vous trouvez tout entière, tout te. Alors qu'aujourd'hui, on écrit tout entière, tout sans le e. On parlera de ça aussi, l'accord de tout. Bref, oui. Mais par exemple, Racine écrit dans Phèdre, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. N'est-ce pas, ce beau vers? Toute entière, ce n'est pas pour des raisons de syllabes ou non, parce que c'est le même nombre de syllabes. Mais au XVIIe siècle, on pouvait écrire toute entière. Aujourd'hui, on écrit tout entière sans le e, parce que c'est un adverbe. On aura l'occasion d'en discuter davantage. Donc là, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que grand est issu de l'ancien français grand. Donc en ancien français, on prononçait toutes les consonnes. Je mets l'astérisque parce que c'est une forme hypothétique. En ancien français, il existait une infinité d'orthographes pour un seul mot. Mais c'est l'orthographe qui était la plus répandue. Grand est issu de l'ancien français grand, donc du latin. Donc grandis, donc je ne mets pas l'astérisque parce que ce n'est pas le latin vulgaire. Donc c'était un adjectif, donc adjectif éponyme. Ce qu'on appelle un adjectif éponyme, ce n'est pas comme un roman éponyme ou non, ça n'a rien à voir. Par exemple, Madame Flaubert est le roman éponyme de Flaubert, qui porte le nom de son héroïne, enfin de son personnage principal, même si cette notion de personnage principal est très discutable quand il s'agit de Flaubert. Bon, bref, adjectif éponyme ou bien neutre,
qui conserve aujourd'hui sa neutralité à côté de mots féminins. Tout simplement. Donc, voilà l'explication pour cette première classe de mots avec grand. J'espère que c'est bien clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, posez-moi vos questions. Pour garde aussi, il y a quand même des remarques qui méritent d'être faites. Donc, on a par exemple garde-chasse, garde forestier ou garde forestière. Donc, parfois sans le tiret, le trait d'union, garde-malade ou garde-boue. Bon. Ici, c'est quoi la différence entre tous ces mots? La différence, elle est par rapport au mot garde. Garde, on peut l'utiliser pour mettre l'accent sur l'action. L'action de garder, de protéger, etc. On peut aussi l'utiliser surtout dans un sens nominal, dans le sens de gardien. N'est-ce pas? Par exemple, regardez, si vous observez ces mots. Un garde-chasse. Donc garde ici ne prend pas de S, chasse prend un S. Alors que garde forestier et garde forestière, garde prend un S parce que c'est dans le sens plutôt de gardien. Garde malade, garde ne prend pas de S. C'est vrai que c'est une personne qui garde, etc. Mais l'accent est mis surtout sur l'action de veiller sur le malade. Garde malade, donc, garde ne prend pas de S, malade prend un S. Garde-boue, même chose. Garde ne prend pas de S, boue prend un S. En tout cas, d'après l'orthographe de 1990. On revient à ces règles de verbe plus nom. Donc, pour résumer, pour les noms composés qui contiennent garde, tout dépend en fait du sens de garde. Si on met l'accent sur la personne, ça veut dire gardien, gardienne, ou alors si on met l'accent sur l'action, de garder, de protéger. Donc garde peut être utilisé soit comme nom, soit comme verbe, autrement dit. Donc je mets ça. Autrement dit, pour ces accords qu'on a ici, donc garde-chasse au pluriel, bon, chasse normalement ne prend pas de S, mais dans l'orthographe de 1990, si. Donc là, on a bien un verbe, n'est-ce pas, et un nom, V plus N. Garde forestier et forestière, donc ici S partout, parce qu'on a un nom plus un autre nom. Garde malade en revanche et garde-boue, les deux. On met l'accent plus sur l'action, de garder, de protéger, de veiller sur. Donc le verbe ici invariable, malade prend un S parce qu'il y a plusieurs malades. Enfin, donc tout simplement. Et garde-boue, c'est la boue en général, normalement. Et bien sûr, l'orthographe de 1990 permet de mettre un S. Donc, en fait, la règle ici est que garde donc, est utilisé soit comme nom, dans le sens de gardien, gardienne, ou comme verbe, c'est-à-dire pour mettre l'accent sur ce qu'on appelle dans la linguistique un procès. L'action du verbe dans sa globalité. Donc, garde est utilisé comme nom, garde, gardien, gardienne, donc dans ce cas il prend un S. Ou bien utilisé comme verbe, c'est-à-dire dans ce cas, il reste invariable. C'est en quelque sorte un problème d'homophonie, d'homographie et d'homophonie. Garde dans le sens un garde ou une garde, etc. Ça, oui, ça s'utilise de la même façon que garde le verbe garder. Donc voilà, c'est un problème d'homophonie, d'homographie, finalement. Donc qui concerne ce mot en particulier. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cela? Bon, on va bien sûr terminer avec la dernière classe de mots qui est très facile. Donc, ce sont les noms composés contenant un élément savant. Par exemple, micro-ordinateur, l'élément savant, c'est toujours le premier. Micro, c'est un élément savant, c'est un préfixe qui vient, enfin, qui a été, bien sûr, inventé par des spécialistes, enfin, des grammairiens, etc. Hispano-indien, anti-inflammatoire, un anglo-saxon. Bon, bien sûr, beaucoup de ces noms composés peuvent aussi être utilisés comme adjectifs, mais ce qui nous concerne, nous, bien sûr, c'est l'emploi de ces mots comme noms composés. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
Par exemple, micro-ordinateur. Vous auriez tendance, oui, à faire quoi? Oui. Tout à fait, c'est ça ce qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire, lorsque vous avez, c'est très simple, la règle d'ailleurs n'admet aucune exception. Voilà, vraiment, c'est-à-dire elle est absolue. L'élément savant reste invariable. Parce que c'est en quelque sorte un mot qui assure la liaison, il ne prend pas de S. Si vous voulez. Hein. Donc, l'élément savant reste invariable, le premier reste invariable, le deuxième prend toujours un S. C'est la règle pour ces noms qui comportent un mot savant. Donc, autrement dit, des micro-ordinateurs. Micro sans S, ordinateur avec un S. Hispano-indien, S sur indien seulement. Anti-inflammatoire, sur inflammatoire seulement. Et anglo-saxon, même chose. Hein. Sur saxon seulement, mais pas sur anglo. Est-ce que ça va, c'est clair pour vous? Hein. Donc, oui, comme ça, on aura terminé notre travail sur les noms composés. Oui, après ce débat bien intéressant, qui a été enregistré d'ailleurs. Donc, non, non, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, je vous encourage, au contraire, de débattre de ces phénomènes, hein, parce que c'est toujours intéressant hein, pour nous tous. Hein. Fin de l'enregistrement.